Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver. 3 lettres au programme, comme tous les jours. RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. La taxe carbone aux frontières de l'Europe, c'est une bonne idée, mais comment la mettre en œuvre? Quelles conséquences pour les industriels? Gros plan sur la filière de l'aluminium qui alerte sur l'efficacité de cette taxe. Notre débat, il portera sur l'altruisme, une valeur qui se cultive et se partage même sur les réseaux sociaux, avec la création, vous le verrez, d'un réseau éphémère et sans but lucratif. Et puis dans Smart Ideas, on va découvrir ensemble Kinat et ses solutions de traitement et de valorisation des déchets comme les mégots ou les masques. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact. On parle donc de ce projet de taxe carbone aux frontières de l'Europe et je vous présente mon invité Cyril Mounier, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le délégué général d'Aluminium France. C'est quoi Aluminium France? C'est une fédération industrielle qui défend l'industrie de l'aluminium. D'accord, tout simplement, les métiers de l'aluminium en France, on va avoir quelques chiffres, c'est pas rien, hein, c'est 10 700 emplois, 60 sites industriels, 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 893 000 tonnes d'aluminium produits en 2019, dont 55% d'aluminium recyclé. Puisqu'on est dans la présentation, dans la consommation globale d'aluminium dans notre pays, quelle part vient d'entreprises françaises? Quelle part est faite en France? Vous voyez ce que je veux dire? C'est simple, on importe 50% de nos besoins. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas souverains sur la production au niveau national. C'est la même chose en Europe. L'Europe également importe 50% de ses besoins. On n'a pas suffisamment de production de métal sur notre territoire national ou sur notre territoire européen. Bon. Et donc ça a des impacts, parce que vous parliez de la filière, 10 000 emplois. En fait, 10 000 emplois, c'est pas beaucoup. Par contre, l'aluminium, vous en avez partout. L'Airbus A380, c'est de l'aluminium, la Tesla, c'est de l'aluminium, nos emballages sont de plus en plus en aluminium. Et donc, en fait, ça alimente énormément de secteurs. Si vous voulez, c'est un peu le géant au pied d'argile. Ça alimente partout, mais ça tient sur très peu d'industriels. D'accord, bien compris. Est-ce que vous êtes, on va parler de cette taxe carbone, est-ce que vous êtes mieux disant en France que vos concurrents en dehors de l'Europe en matière d'émissions de gaz à effet de serre, de pollution globale? C'est simple. L'industrie de l'aluminium, c'est hyper électro-intensif. On a besoin d'énormément d'électricité pour produire du métal. Je vous donne à titre d'exemple, une usine d'aluminium primaire qui produit le métal consomme la même quantité d'électricité que l'agglomération de Marseille. Donc c'est le premier consommateur d'électricité au niveau national et de manière générale dans l'industrie, c'est ce qui consomme le plus d'électricité. Donc en fait c'est simple, vous avez un pays avec un mix énergétique décarboné, votre aluminium il est bas carbone. Vous avez un mix énergétique sur base charbon, sur du fuel, sur du gaz, vous avez un mix énergétique carboné, vous avez un aluminium fortement carboné. Une tonne d'aluminium produite en Chine, c'est 20 tonnes de CO2. La moyenne mondiale, c'est 18 tonnes de CO2. La production française, c'est 4 tonnes de CO2. D'accord. Donc, vous devriez être favorable au principe d'une taxe carbone aux frontières de l'Europe. Mais qui n'est pas favorable? On est obligatoirement favorable à une taxe carbone. Enfin, vous prenez monsieur ou madame dans la rue, vous leur posez la question, écoutez, on importe des produits de Chine carbonés, on décide de taxer leur carbone pour rééquilibrer notre industrie ou notre économie, mais tout le monde est favorable à ça, c'est évident. Sur le principe. Sur le principe. Mais vous dites attention à la mise en œuvre. Pourquoi? Eh bien, on l'a tous remarqué, notre économie, notre monde se complexifie. On a de plus en plus d'enjeux. Donc forcément, quand il s'agit d'avoir des réglementations qui jusqu'à présent étaient des réglementations universelles, qui collent à peu près pour tout le monde, de plus en plus on va sur des réglementations particulières. Parce que justement, eh bien, il faut qu'on puisse calibrer au mieux nos réglementations, ce qui complexifie énormément les choses. Et donc dans une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, eh bien, ça prend, il y a beaucoup de complexité et il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la Commission européenne nous propose 5 secteurs qui sont dans la taxe carbone, l'acier, l'alu, le ciment, l'électricité et les fertilisants. Les engrais, Voilà. Eh bien, chaque secteur est différent. Chaque secteur a des émissions différentes. Et donc, il faut que la Commission arrive à calibrer un texte qui puisse coller. Donc vous dites qu'il faudrait presque un texte par secteur d'activité, quoi, pour être efficace.
En tout cas, il faut tenir compte des spécificités de la filière aluminium, c'est ce que vous demandez. Il faut prendre en compte les spécificités de tout le monde. Oui. Or, prendre en compte les spécificités de tout le monde fait un texte compliqué. Oui. J'irais même au-delà. La taxe carbone, à terme, il faut que ce soit pour tout le monde, il faut que ce soit pour tous les produits. Mais vous imaginez l'usine à gaz? Je vais vous donner un exemple que je connais bien, qui est pour l'industrie de l'aluminium. Donc, qu'est-ce qui est prévu dans la taxe? On va taxer le métal et on va taxer la première transformation du métal. Donc, le métal, il va être transformé en une barre, en une tôle. Oui. Voilà. Et au-delà, ce n'est pas dans la taxe. Donc, je caricature, et vous m'excuserez de prendre ces exemples-là, vous êtes un constructeur automobile, vous avez besoin d'une portière. Demain, on aura besoin de portières dans une voiture électrique. Vous allez voir un producteur d'aluminium, vous dites « j'ai besoin d'une portière en alu ». Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on importe 50% de nos besoins. Donc, je suis un producteur d'aluminium, je n'ai pas assez d'alu, j'achète mon alu en Russie, gros producteur d'alu. Très bien, j'achète mon alu 100. Elle arrive en France, je fais ma portière, je la vends au constructeur 110. Très bien, écoutez, c'est la juste économie, la juste chaîne de valeur. Vous mettez une taxe carbone. J'achète mon métal 100, je mets une taxe 10, 110. Je fais ma portière en France, je vends ma portière au constructeur 120. Le constructeur va me dire, mais écoutez, en Ukraine, au Maroc, en Russie, j'ai la même portière à 110. Pourquoi j'achèterais votre portière? Donc en fait, ce qu'on dit, c'est qu'il faut éviter le contournement. Donc, il faut que la portière soit dedans. Mais il faut que la voiture soit dedans. Et vous imaginez une taxe carbone sur la voiture, le nombre de composants. On parle d'une voiture, c'est pareil pour un avion, c'est pareil pour un Rafale, c'est pareil pour un... Mais donc, ce que vous me décrivez, c'est finalement peut-être une équation impossible. Écoutez, il faut être optimiste. On travaille beaucoup sur les approvisionnements stratégiques. On travaille beaucoup sur la traçabilité. C'est de plus en plus important pour les consommateurs d'avoir de la traçabilité, pour nous tous d'ailleurs. Hein. On a envie demain d'acheter une voiture où les matériaux respectent les droits de l'homme, ont été extraits dans des conditions qui sont correctes. C'est quelque chose qui est important pour nous tous. Donc, si demain on a une taxe carbone aux frontières dans un souci écologique, dans un premier temps, mais aussi dans un sujet économique, avant tout, il y a une question aussi de protectionnisme, en tout cas de valoriser ce qu'on fait. Oui, il y a clairement, il y a par exemple l'idée d'éviter les délocalisations, de générer des revenus. Les prévisions dans le budget de l'UE, c'est 10 milliards d'euros par an quand même, voilà, c'est pas rien. Mais est-ce que ce sera suffisant? Parce que là, on a parlé des importations, mais les exportations. La question, c'est comment est-ce qu'on va faire pour exporter des produits qui vont être plus chers parce que produits en Europe? Parce qu'en fait, ce que l'OMC demande, c'est que si jamais on met en place ce système-là, on puisse supprimer les dispositifs de soutien à l'industrie. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des dispositifs qui permettent de soutenir l'industrie dans leurs émissions de CO2. Alors, certains diront que ce sont des droits à polluer, d'autres diront que c'est des mesures de compétitivité. Les deux sont justes. Hein. Mine de rien, on a besoin de ces dispositifs-là pour continuer à survivre. Or, l'OMC nous dit, vous mettez en place ce système-là, vous supprimez votre soi-disant système de subvention. Donc, vous allez payer plein pot les émissions de CO2. Vous voyez, donc, à l'export, ça sera plus cher. J'ai bien compris. La France a pris depuis le 1er janvier la présidence tournante de l'Union européenne. Le président de la République française a fixé un objectif janvier 2023 pour cette taxe carbone. Vous dites quoi? Vous dites c'est trop rapide? Écoutez, on va essayer de s'organiser pour que l'agenda puisse être tenu, parce que c'est un projet important pour l'Europe. Donc, qui dit un projet important pour l'Europe, dit un projet citoyen. Donc, on en a besoin. Comme je vous le disais, aujourd'hui, vous posez la question à n'importe qui. Tout le monde se dit que oui, c'est pertinent. Maintenant, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que ce soit bien calibré. Donc, pour que ce soit bien calibré, c'est simple. À ce stade, nous, ce qu'on demande, c'est qu'on se focalise sur les émissions directes, donc les émissions qu'on a sur nos territoires, et puis sur la chaîne de valeur, comme je vous l'expliquais. Et ensuite, ne soyons pas naïfs. La Chine, la Russie, le Moyen-Orient, qui sont des gros producteurs d'alu, mais également de d'autres matériaux, vont flécher leur production décarbonée vers l'Europe pour passer la taxe. Et donc notre objectif de dire oui, ça va permettre, parce que c'est ça en fait l'idée, on va permettre de faire décarboner les pays qui émettent beaucoup de CO2, eh bien non, ça va certainement, on va certainement avoir du métal décarboné en provenance de ces pays-là. Et l'effet ne sera pas présent. Donc voilà, ne soyons pas naïfs, calibrons bien les choses. Il y a de grandes discussions à Bruxelles sur ce qu'on appelle les émissions indirectes, sur le CO2 qu'il y a dans l'électricité. Il faut savoir qu'à ce stade, pour nous, c'est beaucoup trop tôt d'inclure ce qu'on appelle les émissions indirectes. Focalisons d'abord sur les directs parce que c'est plus simple. Et puis surtout, élargissons le champ. Plus de chaînes de valeur, plus de matériaux.
Parce qu'on ne peut pas se dire, enfin, je vous donne l'exemple simple. Dernier exemple, rapidement. L'acier, Ouais. le concurrent de l'acier, c'est l'alu. Le concurrent de l'alu, ça va être les plastiques, les composites. Si les composites ne sont pas dedans, nous, ça va nous poser un problème. Si l'alu n'est pas dedans, ça pose un problème à l'acier, etc., etc. Donc, en fait, ne trichons pas. Il faut que tout le monde soit dans ce mécanisme-là. On l'a bien compris. Merci beaucoup, Cyril Mounier. À bientôt sur Bismart. Merci. On passe à notre débat, un réseau social éphémère basé sur l'altruisme. Notre débat consacré donc à ce beau mot, cette belle valeur de l'altruisme avec mes invités. Sarah Hertz, bonjour. Bonjour. Bienvenue, enchantée. Vous êtes la directrice du studio créatif du groupe de presse Condé Nast. À vos côtés, Jérémy Magny, bonjour. Bonjour. Le cofondateur d'Altrui. Alors ça s'écrit A-L-T-R-U-W-E. Ça se dit Altrui parce que c'est l'idée de dire oui à l'altruisme. Comment elle est née cette idée, tiens ? On est parti du constat que vous partagerez peut-être que l'altruisme, c'est le point commun de toutes les actions positives, notamment toutes les associations, que ce soit l'idée d'aider les gens en difficulté dans son quartier ou sauver les ours polaires à l'autre bout de la planète. Il y a cette notion de ne pas être égocentré, ou en tout cas pas à 100% de son temps, et d'être ouvert au monde, ouvert aux autres. Et peut-être naïvement, on a considéré que si on arrivait à infuser cette valeur de l'altruisme un peu plus largement dans la société, si nous étions tous un petit peu plus altruistes dans nos comportements, la société s'en porterait encore mieux. Ouais. Et alors ça passe par quoi ? C'est un réseau social, c'est ça ? C'est une application mobile, effectivement, communautaire, qui vise à, d'un côté, rassembler le plus grand nombre de contenus positifs, inspirants, qui donnent envie d'agir. C'est des contenus que vous trouvez un peu partout sur Internet, mais souvent masqués ou cachés entre 3 faits divers et 4 homicides. Donc on les récupère, on les recentre. Et puis surtout, c'est pour ça qu'il y a le oui d'Altrui, il y a une notion de communauté derrière. On demande à nos membres de s'engager à les repartager. Et donc à décupler la visibilité de ces contenus pour les rendre plus largement diffusés et espérer que par contamination positive, par mimétisme social, plus les gens seront confrontés à ce type de contenu, plus ils seront influencés positivement. Ouais. Sarah Hertz, vous êtes la fondatrice du magazine Give, qui est édité par Condé Nast. Est-ce que le contenu éditorial de Give, ça rejoint finalement la logique ou les valeurs d'Altrui ? Mais on s'est rencontrés grâce à ce magazine. Give, c'est l'acronyme de Générosité, Innovation, Valeur, Émotion. Et au sein de Condé Nast, qui est un groupe de presse dans lequel nous faisons des magazines parfois centenaires comme Vogue ou La Qualité Prime, on voulait rassembler toutes nos expertises éditoriales au service justement de contenus qui font du bien, qui sont positifs et qui changent durablement les choses de manière inspirante. Et quel est votre rôle au sein d'Altrui ? Vous jouez quel Alors, rôle ? on s'est rencontrés parce qu'on a aidé l'équipe de Jérémy à créer tous les éléments de discours, la maquette. Et puis surtout, on s'est rencontrés parce qu'on partage vraiment cet intérêt profond pour l'altruisme. Largement inspiré quand même par les travaux de Mathieu Ricard. Voilà, donc on a travaillé ensemble sur la plateforme de marque, le graphisme, l'impact visuel. Et ce que je trouve très intéressant, parce que Jérémy est vraiment un expert de l'Internet, c'est qu'il a fait de ce réseau social une plateforme positive où les contenus les plus engageants et positifs sont poussés en avant, alors que sur les réseaux sociaux en général, on sait que les algorithmes ont tendance à pousser plutôt les contenus qui inspirent des impressions négatives. Oui, les fake news vont 6 fois plus vite, c'est le chiffre qu'on donne le plus souvent que les infos vérifiées. On est face à ce défi collectif, nous qui faisons l'intermédiaire, les médiateurs avec le public. Vous avez dirigé, Jérémy Magny, Netino, qui était spécialiste de la modération de contenu sur Internet. Oui. Effectivement, le défi, c'est de partager ce qui fait du bien, quoi, en fait. Mais sauf que 6 fois plus vite pour les fake news, peut-être que la tendance naturelle, c'est plutôt de partager ce qui nous choque ou ce qui nous fait peur ou ce qui... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un fait. Moi, j'étais témoin et commentateur de cette haine en ligne pendant 10 ans. Et à la fois, il faut être honnête, quand on regarde de près, il y a probablement beaucoup plus de choses positives sur les réseaux sociaux que de choses négatives. Sauf qu'on n'en parlera pas assez parce que ça nous choque moins. On parlera toujours moins de 100 personnes qui collaborent en silence que de 2 personnes qui se bagarrent. Moi, ça m'a toujours frustré. Et donc là, on ne l'a pas encore dit, mais on est dans le cadre d'une logique associative, sans but lucratif. Donc on s'affranchit complètement de ces logiques d'algorithmes. On n'a pas de données personnelles, on ne cherche pas de la publicité. Et c'est éphémère, je l'ai dit dans les titres. Ça a démarré quand 1er décembre. 1er décembre, ça a duré 1000 jours. 1000 jours. Mais pourquoi c'est éphémère ? Alors, parce que Yves Delnat, le cofondateur, et moi-même, on vient du monde de l'entreprise.
entreprise et on sait bien que quand il n'y a pas de date butoir à un projet, c'est qu'il n'est pas important. Il peut toujours être repoussé. Donc on s'était dit, si on ne donne pas une date limite pour avoir un impact, pour faire quelque chose, les gens et nous-mêmes pourront toujours dire bon, on publiera ce contenu demain, on reviendra plus tard, et en fait, ça décollerait probablement jamais. Donc, on se donne ce pari de se dire jusqu'où ce mouvement altruiste est capable d'aller en 1000 jours. S'il n'a pas décollé, tout le monde s'en fichera de savoir qu'il est mort au bout de 1000 jours. Probablement que plus personne n'en parlera depuis un moment donné. Si ça décolle, ce qui semble être le cas, on est encore récent, mais la tendance est positive, on aura le temps, peut-être un an avant, de sonder notre communauté et de dire qu'est-ce qu'on en fait. Mais probablement une version 2 plus ambitieuse ou des événements plus physiques, parce que notre petite frustration, c'est d'être 100% en ligne. C'est facile après pour parler des gens aussi bien au Québec que dans le sud de la France, en Belgique et en Suisse, et ailleurs dans la francophonie, parce qu'on est francophone aujourd'hui. Mais on aimerait quand même rencontrer physiquement les gens, et ça sera probablement l'étape d'après. Sarah Hertz, est-ce que vous assumez le côté un peu utopiste de la démarche ? Mais l'utopie, c'est un bel horizon. Oui. Et en plus, en fait, ce qui est intéressant dans le projet de Jérémy, c'est que l'utilisateur, on lui redonne un rôle anobli. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, on peut partager un contenu qu'on ne lit pas, et c'est souvent le cas. Sur Altrui, on ne peut pas partager un contenu qu'on ne lit pas. En général, l'utilisateur a un rôle actif. Et comme le dit Mathieu Ricard, en fait, être altruiste, ça fait du bien et ça rend heureux. Alors que partager un fait divers ou un truc un peu déprimant, ça ne fait pas forcément du bien. Ouais. Et alors, j'imagine qu'il y a des contenus qu'on pourrait retrouver ou qu'on retrouve d'ailleurs dans vos magazines qui seront partagés sur ce réseau social. D'ailleurs, on va faire une interview de Jérémy dans le prochain Give. Mais Give, c'est en fait, on a appelé ça un magazine à impact social positif. Oui. Positif parce que le contenu fait du bien et que la forme est belle et le beau et le bien forment une belle alliance. De toute façon, c'est le cas dans l'Altrui. 100% des contenus qui sont sur Altrui sont déjà en ligne. Oui. La logique, c'est que vous pouvez avoir un contenu sur Le Monde, par exemple. Tout le monde n'est pas lecteur du Monde. Et puis, si on l'est peut-être pas forcément tous les jours, on peut passer à côté. Donc, l'idée ici, c'est de rassembler, ça s'appelle la curation, les contenus qui viennent d'un peu partout. Alors, Le Monde, il y a des chances qu'on le voit passer, mais il y a certains blogs qui sont exceptionnels, très bien écrits, même s'ils ont peu d'audience, où il y a des contenus édités par les grandes associations sur leur site Internet qu'on ne va pas forcément visiter. Pourtant, c'est des témoignages de bénévoles, c'est des actions de terrain qui ont une valeur éditoriale très forte. Et nous, on veut rassembler tout ça. Et donc, ça marche par cet effet de communauté. C'est-à-dire vous comptez sur la communauté que vous créez pour vous alerter sur les contenus positifs, c'est ça ? Trois choses. Pour soumettre à la communauté des contenus, premier point. Pour deuxièmement, les modérer, parce qu'il y a une logique de qualité éditoriale. On ne va pas laisser tout passer. Donc, quand vous soumettez un article, vous Thomas, si vous soumettez, ça sera anonymement lu par une sélection de modérateurs qui vont décider si ce contenu a sa place sur Altrui. Alors, ce n'est pas un modérateur comme on le fait un peu partout sur les réseaux sociaux, c'est en général une dizaine. Et donc, il y a une note sur 10. Et si cette note est suffisamment élevée, ça passe, ça devient public. Et à partir de là, c'est le troisième temps, on compte sur la communauté pour le relayer. C'est-à-dire concrètement, prendre ce lien et le publier sur leur propre page Facebook, leur compte WhatsApp, Instagram ou ce que vous voulez, par email ou même en parler autour de la machine à café au travail. Un peu moins possible en ce moment, mais ça reviendra. Pour que ça se viralise, pour que ça se diffuse, tout simplement. Ouais. Est-ce que vous diriez justement, Sarah Hertz, qu'on a encore plus besoin d'altruisme quand nos rapports sociaux sont bousculés, fracturés, éloignés par la crise sanitaire qu'on subit depuis 2 ans ? Certainement, mais je pense qu'on a dans tous les cas toujours besoin de contenus qui élèvent, qui rendent plus intelligents, qui rendent meilleurs et qui permettent d'élever le débat à autre chose que le vaccin ou le Covid en ce moment. Et c'est vrai que les sujets portés par Altrui sont divers. Et comme le disait Jérémy, les fondations sont des émetteurs extraordinaires de contenus inspirants qui mettent en avant des inconnus, des choses fabuleuses. Et ça fait du bien de lire ça, en fait. Ça fait vraiment du bien. Ouais. Est-ce que c'est un hasard si vous lancez ce réseau social éphémère en pleine campagne présidentielle française ? C'est un hasard du calendrier. Pour être franc avec vous, cette idée, elle trotte dans la tête depuis quelques temps déjà. Après, il fallait le temps de la mettre en place, de financer aussi, parce qu'aujourd'hui, c'est uniquement financé par Yves et moi. On a la chance tous les deux d'être des entrepreneurs qui avons revendu nos entreprises respectives, avoir mis de l'argent de côté et sécurisé l'avenir de nos enfants. Donc c'est sur votre argent perso? Pour l'instant, c'est exclusivement sur notre argent personnel. Quand on aura dépassé un cap, on pourra peut-être se permettre de solliciter des mécènes ou autres. Mais aujourd'hui, on voulait d'abord lancer et montrer qu'on était capable de le faire nous-mêmes. Mais ça ne peut pas se faire tout de suite. Il fallait d'abord que cette étape-là de sécurisation de budget soit faite. Puis ensuite, il faut le temps de le sortir. Il se trouve qu'on est sorti fin 2021 et qu'on arrive rapidement dans la campagne. Mais on est francophone, vous savez, on a beaucoup de Québécois qui nous suivent, de Belges, de Suisses qui sont moins impactés par cette campagne française. Mais c'est vrai qu'elle va jouer.
C'est quel budget d'ailleurs? C'est un budget, on l'a communiqué, on a été franc, de 500 000 euros, Ouais. 750 000 $ canadiens, parce que j'habite à Montréal. Ouais. C'est à peu près l'équivalent aujourd'hui de frais de fonctionnement. Ce n'est pas de l'argent qu'on a tout dépensé aujourd'hui, mais qui va permettre d'aller jusqu'à au moins la fin de cette année. Ouais. Est-ce qu'on est dans le domaine des idées ou du concret? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que en quoi le contenu d'Altrui, ça peut être une réponse aux défis auxquels on est confronté, notamment les défis de transition écologique dont on parle beaucoup, d'impact sociétal et de rôle des entreprises, rôle sociétal des entreprises. Est-ce qu'on est dans le concret malgré tout? Par exemple, dans le partage des bonnes pratiques. Ça peut être ça le concret. Hein. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, on est dans ce qu'on appelle la tech for good. Ouais. Ce que dit pas Jérémy, c'est qu'il a une expertise technologique incroyable à Akiv, et en quelques mois, ils ont quand même mis en place une application qui est dingue en termes d'efficacité. Enfin, créer un réseau social, c'est pas aussi évident. Quand on met la technologie au service du bien, ça peut créer des vocations. Sur Altrui, si vous avez 20 ans et que vous voulez faire un stage dans l'humanitaire ou trouver un programme de formation dans une ONG ou quelque chose comme ça, l'info est sur Altrui. Et c'est une info qui est assez dispersée en fait. Il n'y a pas tellement de médias qui centralisent tout ça. Et le rôle d'Altrui, c'est en effet de permettre à tous d'avoir un impact un petit peu plus concret dans la vie. J'ai des exemples concrets si vous voulez à donner, mais on reçoit énormément d'emails de nouveaux membres qui nous remercient. Certains nous critiquent, mais c'est la règle du jeu. Mais ceux qui remercient donnent des exemples de... Voilà, certains sont devenus flexitariens, on mange moins de viande, d'autres commencent à trier leur plastique, ont pris le vélo plutôt que prendre la voiture. Et généralement, on se rend compte que ça, on n'est pas né comme ça, c'est pas venu du jour au lendemain en se réveillant, c'est parce qu'on a été confronté à un récit de type, un article, une vidéo, un podcast ou une conversation avec quelqu'un qui nous a inspiré, entre guillemets, convaincu de se dire que oui, le plastique, ça peut finir dans les océans, je vais essayer de réduire ma consommation. Et donc, tout l'esprit d'Altrui, mais il y a un côté naïf qu'on assume, c'est de se dire, si on diffuse ce type de contenu-là, il y a plus de chances que des gens le lisent, et pourquoi pas s'éveillent à se dire, moi aussi, je dois faire quelque chose à ma petite échelle. Et si on cumule les échelles, il y a un effet de levier qui va se faire. Si on a réussi à transformer 1 ou 2% de, je sais pas, des centaines de milliers de personnes ou 1 million de personnes, tout de suite, il y a beaucoup plus d'impact que si juste Yves et moi, on s'était engagés dans une association caritative. C'est vraiment ça, la philosophie. Ouais. Dernier mot, vous l'avez un peu évoqué, mais sur les 1000 jours, qu'est-ce qui pourrait se passer après dans vos rêves, tiens? Alors, dans nos rêves, déjà aujourd'hui, on n'est que francophone parce que ça coûte déjà beaucoup d'argent et que c'est beaucoup d'énergie. On adorerait qu'il y ait une version anglo-saxonne, germanophone, hispanophone, bien évidemment, et que ça devienne un peu plus global. Dans nos rêves aussi, on adorerait avoir des communautés locales qui, derrière, peuvent organiser des événements physiques, concrets. Parce que la frustration d'être virtuel, elle existe toujours. Dans nos rêves, on a des tas d'idées de fonctionnalités beaucoup plus communautaires dans lesquelles on pourra se permettre de plus se parler, échanger. Aujourd'hui, on est sur une V0, V1, on va dire, qui est ce qu'elle est. Elle est relativement jolie, mais elle pourrait être tellement plus belle si on avait eu plus de temps et plus d'argent. Donc, il y a plein d'idées. Mais surtout, on est des entrepreneurs très pragmatiques. Je finis en un mot là-dessus. Allez-y. C'est dire qu'on a voulu lancer quelque chose, recevoir les feedbacks de la communauté et faire évoluer en fonction de ces feedbacks-là. Donc, on est sur ce process-là aujourd'hui. Bon, et on espère que vous pourrez partager pas mal de contenus qui viennent de cette émission. Et on espère que vous le ferez vous-même. Vous ferez membre de la communauté. Je vais rentrer. C'est décidé après vous avoir entendu. Merci à tous les deux. Smart Addis, tiens, justement, une autre bonne idée avec la valorisation des déchets. On va parler des masques, on va parler des mégots de cigarettes, des chewing-gums. Mon invité dans ce Smart Ideas, c'est Sandrine Poilpré, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Kinat. Le projet démarre en 2019. Les cofondateurs, c'est Erwin Faure et Édouard Verger. C'était quoi l'idée de départ? Ça démarre avec EcoMégot, c'est ça? Exactement. Ouais. Ça démarre avec un projet vraiment lié aux mégots de cigarettes. Erwin, du coup, comme vous l'avez dit, un de mes associés, était à l'étranger. Et en fait, il s'est rendu compte qu'à l'étranger, il y avait très peu de mégots par terre et beaucoup de cendriers. Et en revenant en France, il s'est dit, tiens, avec tous les mégots qu'il y a par terre, on va voir s'il n'y a pas quelque chose à faire sur ce sujet. Et donc, c'est devenu Kinat. C'est quoi ce que propose Kinat aujourd'hui? Oui, alors du coup, effectivement, ça a grossi parce que le projet a pris beaucoup d'ampleur. Et puis, du coup, on s'est mis en société pour faire une première levée de fonds avec des acteurs tels que France Active, donc la Caisse des dépôts. Ouais. Et puis, en fait, petit à petit, on a vu qu'il y avait beaucoup de demandes qui arrivaient, notamment avec la pandémie. On a beaucoup de clients qui nous demandaient si on avait une solution pour les masques. Et on a dû...
sortir une solution pour les masques. D'accord. Et donc, vous proposez quoi de valoriser un certain nombre de déchets? Il y a les mégots, il y a les masques, il y a les chewing-gums aussi, c'est ça? Oui, ça c'est le dernier projet qui arrive, effectivement. En fait, on a 2 piliers qui sont vraiment principaux. C'est le changement des comportements avec la protection de l'environnement et effectivement la création d'emplois pour des personnes notamment qui en sont éloignées. Sur la partie environnementale, du coup, la solution qu'on propose, c'est une solution globale avec beaucoup d'actions de sensibilisation où on va aller à la rencontre justement des citoyens, des salariés d'entreprise pour leur expliquer l'impact des déchets sur notre planète. Après, on propose aussi du mobilier, donc ça peut être des cendriers pour la partie mégot, ça peut être des box pour les masques et d'autres bornes aussi pour Frigum, donc la solution chewing-gum. Et on va faire aussi de la collecte. Ces collectes sont soit organisées en direct par nos agents ou alors sur tout le territoire, on a des chantiers d'insertion et des structures de l'économie sociale et solidaire qui vont collecter. Et la dernière partie, qui est quand même aussi importante, c'est qu'on va aller recycler ces déchets-là. Donc on a un brevet, je vous ai amené des petits exemples. On a un brevet du coup pour la partie transformation des mégots. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans le filtre... Donc ça, c'était des mégots, ça? C'était des mégots. En fait, dans le filtre, il y a beaucoup de plastique, l'acétate de cellulose. Donc on arrive à l'extraire et en faire du plastique. Et en fait, on fait exactement pareil pour les masques, ce qui est assez joli en fin de compte. C'est pas mal. Donc à part la barrette que vous avez pour pincer le nez, c'est que du polypropylène, donc du plastique. Donc on arrive aussi à en faire des plaques de plastique. Et alors, elles peuvent être utilisées ensuite, quels usages on peut faire de ces plaques de plastique? Excellente question. En fait, c'est vrai qu'on pourrait revendre la matière, c'est ce qu'on nous demande beaucoup, donc faire des pédales de vélo, des tables, peu importe. Mais on se refuse de faire ça parce qu'en fait, on déplace la pollution. Parce que qu'est-ce qui nous assure qu'après, le vélo va être vraiment recyclé ou va partir dans des filières et ne va pas partir pollué? Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on garde les plaques et on fait en fait des plaques de sensibilisation. On repart au premier pilier, changement des comportements, où on va indiquer la pollution des mégots ou autres. Qui sont vos clients aujourd'hui? Et ben en fait, là où il y a des fumeurs, c'est nos clients. Donc ça peut être des entreprises, des collectivités type communauté de communes ou mairie, mais aussi des associations et des festivals. Donc un peu tout le monde. Vous proposez donc à ces entreprises ou ces collectivités des rapports d'impact sous quelle forme? En fait, c'est des affiches qu'on propose, alors digitales ou en version à impression, parce qu'il y en a encore besoin de temps en temps, où en fait on va leur donner leur rapport, c'est-à-dire combien de mégots on a collecté, combien de litres d'eau n'ont pas été pollués grâce à leur démarche, combien de piscines olympiques ça fait non polluées, etc. Combien aussi de création d'emplois ça a pu générer, etc. etc. Vous l'avez évoqué, Kinat, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi ce choix? C'est quoi votre modèle économique? En fait, on a un choix qui est ancré en nous, c'est qu'on a des valeurs très sociales, on veut créer de l'emploi pour des personnes qui en sont éloignées et on a un enjeu environnemental. Le but, on a souvent la question, mais quand il n'y aura plus de fumeurs, en fait, votre entreprise s'arrêtera. Quand il n'y aura plus de fumeurs, ça veut dire qu'on aura rempli notre pilier principal, le changement des comportements, et qu'il n'y aura plus de mégots par terre, donc ce sera très bien. Donc c'est pour ça qu'on avait vraiment un enjeu pour nous personnel de devenir économie sociale et solidaire. Et en plus, on a un agrément ESUS, donc c'est un agrément encore plus validé par l'État pour accentuer ce point-là. Et notre modèle économique, c'est que toutes les étapes que je vous ai dit, elles sont payées par nos clients. Merci beaucoup d'être venue présenter Kinat. Sandrine Polpré, bon vent à vous. Merci à toutes les équipes qui m'accompagnent tous les jours dans la préparation de cette émission. Joséphine Dacoury à la production et à la programmation avec Victoire Père aujourd'hui. À la réalisation, il y a eu Romain Luc et Ulysse Touré, donc c'est la première pour Smart Impact, donc bienvenue Ulysse. Et puis au son, Saïd Mamou qui en est à ça, je ne sais pas combien, des dizaines, des centaines peut-être. Allez, salut à tous.